Hello les TG3. Alors, dernière étape de notre première partie sur le monde bipolaire et l'affrontement des États-Unis et de l'URSS. On va balayer, alors non pas toutes les crises, mais quelques crises qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement du monde bipolaire. Donc des crises indirectes qui ne remettent pas en cause la paix qui demeure quand même fragile. Alors, ça ne veut pas bouger. Pourquoi ça... Voilà. Premier exemple, la guerre de Corée. Vous voyez, donc c'est une guerre qui démarre juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si je résume très brièvement, on prendra en note après, hein. Donc on a ici un pays qui est libéré par les Japonais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et assez rapidement, donc les forces communistes à la fois de l'armée rouge, mais aussi un petit peu de la Chine, entrent dans le nord. Aussitôt, donc, les Américains, qui ont des armées un peu partout dans le Pacifique, hein, avec notamment la guerre du Japon, euh, investissent le sud, hein, et tout ce petit monde se retrouve plus ou moins sur ce qu'on appelle le 38e parallèle qui va couper, tiens donc, le pays en deux. C'est un peu la mode à ce moment-là, hein. On le fera aussi un petit peu plus tard avec l'Allemagne. Euh, donc, on a deux pays qui s'affrontent, enfin deux pays qui cherchent à augmenter tout au moins leur influence sur l'autre zone. Et donc, on va avoir une série d'allées et venues entre le nord et le sud. L'armée nord-coréenne, parce que vous allez voir que donc l'URSS fait en sorte de ne pas intervenir directement contre les États-Unis, hein, et les États-Unis vont faire un peu de même. L'URSS va armer, équiper les armées communistes du Nord qui vont chercher à envahir le Sud pour unifier tout le territoire. Donc, dans un premier temps, l'armée nord-coréenne enfonce l'armée sud-coréenne et est sur le point finalement de s'emparer de l'intégralité du territoire. Les États-Unis qui ne veulent pas non plus affronter de manière directe les Nord-Coréens, dont ils savent qu'ils sont soutenus par l'URSS, alertent l'ONU, qui accepte, sous la pression américaine, de créer une armée internationale, donc ce qui fait que les Américains ne sont plus les seuls dans le coup, qui va contre-attaquer, repousser les armées nord-coréennes, et comme ça se passe plutôt bien, va même donc envahir la zone nord. Donc c'est le retour du boomerang, hein, pour les communistes manipulés par l'URSS. Et donc l'URSS qui voit petit à petit la perte de la Corée du Nord arriver, mais qui ne veut toujours pas intervenir directement, missionne en quelque sorte son nouvel allié, la Chine, pour intervenir. La Chine ne va pas hésiter, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on peut le faire très rapidement. Alors en 1900, qu'est-ce que j'en parle tout de suite? Ouais, allez, j'en parle. Donc en 1949, hein, on en parlera un peu dans le chapitre, enfin dans la deuxième partie du chapitre. En 1949, enfin, il y a une guerre civile, hein, en Chine entre les communistes et les non-communistes. Et en 1949, ce sont les communistes qui gagnent. Donc la Chine devient communiste. Le problème, c'est que bah, les non-communistes, alors, on ne le voit pas sur la carte, c'est dommage, j'aurais dû prendre une autre carte, qui se réfugient sur une île qui va devenir Taïwan, et qui donc proclame l'indépendance de cette Chine. Donc d'un côté, on a une Chine communiste, et puis on a une petite île, Taïwan, qui s'appelait Formose avant, qui devient une Chine républicaine, hein, donc plutôt favorable au bloc américain. Alors, vous allez me dire, oui, et alors? Ben alors, ça pose un problème, parce qu'on a deux Chines d'un seul coup. Et en quoi ça pose un problème d'avoir deux Chines? Bah, à l'ONU, on a une Chine au Conseil de sécurité. Et donc, il faut choisir entre cette Chine à 1 milliard d'habitants communistes et une petite Chine avec quelques centaines de milliers d'habitants à peine, qui sont plutôt pro-américains. Donc au Conseil de sécurité, on vote, hein. Alors cette fois-ci, bah, les droits de veto comptent pas parce que sinon on bloque tout le temps, hein.
Enfin, si, là, il y a des pays qui vont l'utiliser, mais on ne va pas en tenir compte. Donc, d'un côté, voilà, vous avez l'Angleterre, la France et les États-Unis qui vont voter pour Taïwan, et puis donc l'URSS, forcément, qui va voter pour la Chine communiste. Et donc, du coup, Taïwan, qui n'existait pas quelques semaines avant, se retrouve propulsé parmi un des 5 pays les plus puissants de la planète, avec un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc vous pensez bien que la Chine communiste est très en colère et que quand l'URSS demande aux Chinois éventuellement d'aller défendre les intérêts communistes de la Corée du Nord, même si en face il y a des Américains, les Chinois sont partants, hein. Donc la Chine vient renforcer les armées nord-coréennes, repousse une nouvelle fois les forces internationales, pénètre de nouveau en Corée du Sud. Et dans une ultime bataille, les Américains, avec les forces internationales, arrivent à repousser, vous voyez, sur cette ligne un peu définitive, les troupes chinoises et nord-coréennes, plus ou moins là où avait été le point de départ, quoi. Donc, résultat, on signe un cessez-le-feu, hein, et on en revient, comme je viens de vous le dire, à la situation de départ. C'est-à-dire qu'on a signé un armistice, c'est-à-dire un arrêt des combats. Les 2 pays ne sont toujours pas. Enfin, si, je crois qu'ils le sont, mais depuis 2 ou 3 ans, je crois, c'est assez récent. Ils ont signé plus ou moins, même pas encore la paix, mais un traité qui les emmène vers la paix. Mais jusqu'à il y a quelques années encore, on était en situation simplement d'armistice. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que j'avais vu un reportage il y a quelques années où on voyait donc le long de la frontière, vous avez des postes frontières, mais c'est pas là, c'est même des postes militaires, hein, parce que la frontière est complètement fermée, hein, il n'y a pas de passage quasiment. Il y a des tolérances parfois quand il y a un réchauffement diplomatique entre les deux, ou des proches du Sud peuvent aller rendre visite au Nord ou inversement, mais c'est vraiment très ponctuel et très rare. Et donc vous avez vraiment une ligne militarisée ici, hein. Et dans le reportage que j'avais vu, on voyait devant donc un poste frontière des troupes sud-coréennes, mais juste devant la ligne de frontière peinte à la peinture, hein, sur la route, et en face, à quelques centimètres de l'autre côté de la ligne, des soldats nord-coréens, et donc ils étaient ce qu'on appelle vraiment face à face, quoi, quasiment nez contre nez, quoi. Et on voyait de temps en temps, il y avait un soldat, par exemple nord-coréen, qui crachait au visage du sud-coréen, qui n'avait qu'une envie, c'était de franchir la ligne pour aller foutre la main sur la figure de celui qui venait de lui cracher dessus. Et le supérieur l'alertait en disant surtout, surtout, tu bouges pas, tu franchis pas la frontière, sinon c'est un militaire qui franchit la frontière, c'est un acte de guerre, quoi. Donc c'était vraiment très très tendu. Donc voilà pour la guerre de Corée. Alors vous voyez ici une petite affiche de propagande euh, très, très, très infantilisante, hein, donc probablement adressée aux enfants. Donc vous voyez un petit peu la propagande déjà qui est faite pour les enfants de ces braves soldats communistes, hein, qui voilà, sont en train de repousser ces immondes capitalistes américains à moitié morts-vivants, là. Donc voilà, on est toujours dans cette propagande assez agressive et qui, vous voyez, ça s'adresse au plus jeune âge. Alors, la guerre froide est marquée par des crises, mais sans affrontement direct entre les deux grands, c'est-à-dire les deux superpuissances de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS lors de la guerre de Corée, donc de 50 à 53. Les États-Unis envoient leurs troupes en Corée du Sud, mais l'URSS s'y refuse et pousse la Chine à intervenir. De même, l'URSS ne fournit qu'un soutien matériel aux communistes d'Ho Chi Minh lors de la guerre du Vietnam, sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Alors voilà la guerre du Vietnam. Euh, Petite séquence vidéo pour vous mettre un peu au parfum. Le Vietnam a été colonisé par la France pendant près d'un siècle. En 1954, les accords de Genève lui ont rendu son indépendance, mais l'ont divisé en deux États rivaux, le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam pro-américain. De plus en plus dictatorial, le gouvernement sud-vietnamien se heurte à une rébellion communiste, activement soutenue par le Nord-Vietnam.
Les États-Unis décident de soutenir leur allié à tout prix, car ils craignent que, par un effet domino, sa chute entraîne celle de leurs autres alliés de la région. Le président Johnson, qui a succédé à Kennedy, prend prétexte d'un incident dans le golfe du Tonkin pour lancer des raids aériens massifs sur le Nord-Vietnam. Les premiers marines américains débarquent l'année suivante, en 1965. Ils sont bientôt plus de 500 000, sans compter les contingents australiens ou encore sud-coréens. Les pays voisins, le Cambodge et le Laos, sont à leur tour entraînés dans la guerre. À partir de 1968, année charnière, l'enlisement occidental et la contre-offensive communiste suscitent une violente opposition dans les campus américains et européens. Nixon succède à Johnson à la Maison-Blanche. Il engage très vite la désescalade et ouvre des pourparlers de paix. Les accords de Paris entériment, en 1975, la complète défaite du Sud-Vietnam et la réunification du pays. Humiliés, les États-Unis tombent de leur piédestal et se mettent à douter. Un nouveau monde commence. Bon, c'est un peu musique tragique dès le matin, hein, c'est pas très réjouissant. Bon, il y a une autre petite vidéo que je vous montrerai encore, et après j'en ai une plus longue, mais je vais pas, je la mettrai en lien parce que manifestement, quand je passe la vidéo, ça passe sans problème. Quand je l'enregistre en même temps, manifestement, ça bloque un peu. Donc c'est toujours ça, un peu saccadé. Donc je vous donnerai le lien pour la dernière vidéo que je voudrais vous montrer, qui est un peu plus longue. Alors, voilà. Un petit peu ce qu'on peut dire sur la guerre du Vietnam. Alors, vous voyez, ça peut être un exercice, hein, vous voyez, en analysant le document, vous montrerez que la guerre du Vietnam est un conflit partiellement typique de la guerre froide. Alors, je vous donne ici quelques conseils méthodologiques, hein, des rappels en théorie. Donc, point méthode pour analyser une image, une carte, un dessin, une photo, une affiche, peu importe, hein. Donc, bien regarder le titre, bien regarder la source, bien se demander s'il s'agit d'un document historique original, donc vraiment de l'époque, ou si c'est un document qui a été fait a posteriori et donc avec des connaissances sûrement supplémentaires par rapport à un document qui serait fait sur le coup, hein. Observer le texte, donc la légende s'il s'agit d'une carte, bien regarder les slogans s'il y a des affiches, hein. Et puis essayer ensuite d'établir des points communs, enfin, au moins des convergences entre ce qui est écrit et ce qui est dessiné. Donc sur la carte, on va regarder la taille des figurés, la position des figurés bien sûr, les couleurs utilisées, et puis essayer de donner la signification de ce qui est observé, c'est-à-dire qu'il faut regarder, observer, montrer, enfin décrire ce qu'on voit, et ensuite le rattacher avec des connaissances personnelles que l'on a. Simplement décrire la carte ne sert absolument à rien, puisque n'importe qui peut le faire, hein, dire bah tiens là il y a des étoiles, tiens là il y a des flèches, tiens là c'est rose, tiens là c'est bleu. Ça voilà, c'est un premier travail qu'il faut faire bien évidemment, mais ensuite on doit être capable de le compléter avec des connaissances de cours, parce que sinon c'est ce qu'on appelle basiquement de la paraphrase qui ne sert absolument à rien. Alors, qu'est-ce qui est typique et qu'est-ce qui l'est moins dans cette crise de la guerre froide? Bah, on voit bien ici, hein, ce que j'ai marqué, qu'on montre clairement que voilà, hein, un pays qui était voilà, vierge de toute présence étrangère se retrouve d'un seul coup coupé en deux, avec l'apparition donc d'un bloc communiste, ici qui est représenté en violet, hein, Parme, on dira, hein. Et puis le bleu, hein, qui est donc le Vietnam Sud, plutôt capitaliste, et qui va donc être sous l'influence plutôt américaine. Je vous rappelle très brièvement, parce qu'on en reparlera dans la dernière partie du chapitre, que ça c'est le résultat aussi de la guerre d'Indochine, hein. C'était une colonie française avant, hein, donc il y avait le Vietnam, nord, sud, le Cambodge et le Laos. Tout ça, c'était l'Indochine française. Quand la France a pitoyablement perdu à Dien Bien Phu, on en reparlera, et a dû signer les accords de paix en juillet 54 en renonçant à ce territoire, ces accords ont donné naissance donc à 4 États. Donc le Laos, le Cambodge,
le Nord-Vietnam, le Sud-Vietnam. Euh, Ces deux territoires ici, Nord-Vietnam et Sud-Vietnam, sont, on va dire, provisoires. Ces deux-là sont définitifs. Ils sont indépendants, autonomes, etc. Ici, en fait, le Nord-Vietnam est donc communiste, hein, parce que le parti indépendantiste était communiste, et le Sud-Vietnam, c'est une zone qui doit, en théorie, à qui on laisse quelques temps pour se déterminer. On leur demandera dans quelques années de faire un référendum pour savoir s'ils veulent créer un pays indépendant ou s'ils veulent être rattachés au Nord. Le problème, c'est que bah, dès que les Français s'en vont, le Nord-Vietnam communiste voilà, multiplie les actions dans le Sud pour essayer de s'emparer du Sud. Donc, les Américains, pour pas, justement, dans ce contexte d'endiguement, hein, qui refuse donc l'étalement du monde, du monde communiste, hein, interviennent dans le Sud pour protéger le Sud. Donc la guerre du Vietnam, en fait, ça se passe surtout ici, dans le Sud-Vietnam, avec des Américains qui essayent de contenir l'avancée des communistes du Vietnam Nord. Donc c'est là essentiellement la guerre du Vietnam. Donc les flèches, hein, vous regarderez plus en détail, montrent l'intervention des grandes puissances, notamment donc la Chine et l'URSS qui vont aider le Nord, les États-Unis qui vont aider le Sud. Par contre, il y a un événement qui ne relève pas trop de la logique de ces conflits de la guerre froide, c'est et c'est une grande première, hein, c'est les États-Unis, c'est leur première défaite. Hein. On avait parlé tout à l'heure de la guerre de Corée, c'est la première fois où les Américains ne gagnent pas. Perdent pas, mais ils gagnent pas. Hein, on revient sur un statu quo. Quelques années plus tard, les Américains connaissent la première défaite de leur histoire, et ça va vraiment les marquer. Hein. Il y aura un avant et un après, puisque les Américains, à leur tour, devront quitter le territoire et le Sud-Vietnam sera annexé par le Nord. Donc c'est la première fois où là on a vraiment l'intervention directe d'un grand, donc les États-Unis, et qui va perdre cette guerre. Je vous en donnerai davantage de raisons quand on refera l'Indochine dans la décolonisation, puisque finalement, ce que les Américains ont, enfin, les raisons pour lesquelles les Français ont perdu, bah, ça correspond plus ou moins aussi aux raisons pour lesquelles les Américains ont perdu. Donc les Américains ont fortement critiqué la France, se sont moqués un peu de la France sur leur incapacité à gagner cette guerre, et finalement, les Américains vont la perdre également. Deuxième exemple de crise qui a marqué cette première période de la guerre froide, c'est la crise de Cuba. Donc là, je refais une petite tentative de vidéo. Le 16 octobre 1962, le président Kennedy est informé qu'un avion espion a repéré des rampes de lancement et des missiles balistiques à Cuba. L'Union soviétique est en train d'installer secrètement des fusées nucléaires sur l'île, à 200 km des côtes américaines. C'est un choc pour la Maison-Blanche. Tandis que Kennedy et ses conseillers tentent de comprendre les objectifs des soviétiques, les militaires le pressent de lancer une attaque foudroyante sur Cuba. Les relations entre les États-Unis et Cuba s'étaient rapidement détériorées après la révolution et la prise de pouvoir par Castro en 1959. Alors que le régime cubain se déclare communiste et nationalise les entreprises américaines, la CIA multiplie les tentatives pour le renverser et appuie une invasion manquée de l'île. Cuba se tourne vers l'aide soviétique. La guerre froide est alors à son apogée. Kennedy, qui a fait campagne sur le retard américain, a poussé le développement d'un formidable arsenal nucléaire qu'il a déployé en Europe et en Turquie. S'agit-il alors pour Khrouchtchev de rétablir l'équilibre stratégique ou tout simplement de garantir Cuba de toute invasion américaine? Au cours de l'été 1962, il autorise l'installation de fusées de moyenne portée sur l'île, capables d'atteindre les grandes îles américaines. Le 22 octobre, Kennedy prend à témoin la planète, annonce un blocus de l'île et lance un ultimatum aux soviétiques. Pendant plusieurs jours, le monde est au bord d'un conflit nucléaire, alors que les cargos russes chargés de missiles poursuivent leur route vers Cuba. Mais en coulisses, Khrouchtchev donne les premiers signes d'un recul. 4 jours plus tard, les navires soviétiques font demi-tour, la planète respire. Officiellement, les États-Unis et leur président sortent vainqueurs du face-à-face. Mais la réalité est plus nuancée. Si Kennedy a obtenu le retrait des fusées de Cuba, il a en contrepartie garanti de ne pas envahir l'île et concéder secrètement le retrait des missiles américains en Turquie. Bien, voilà. Alors, hop.
Donc même propos, hein, même type d'exercice. Un autre exemple de caricature ici, vous voyez le bras de fer entre l'Est et l'Ouest, hein. Donc il faut regarder la date, hein, 29 octobre 62. Donc on est voilà avec en plein dans la crise de Cuba, hein. Donc c'est pas ça ne montre pas n'importe quel type d'événement. Et donc pareil, hein, montrer en quoi c'est typique de la guerre froide et en quoi éventuellement ça ne l'est pas. Bah, là, on peut dire qu'on est vraiment dans un exemple de crise de la guerre froide et dirigé en quelque sorte par le risque nucléaire, hein. Donc, on voit ici les deux dirigeants, donc Khrouchtchev, Kennedy, qui sont engagés clairement dans un bras de fer, hein. Vous voyez, l'image est très simple à comprendre, hein, avec donc ils sont tous les deux assis sur des missiles nucléaires, avec Kennedy, vous voyez, qui est prêt à appuyer sur le bouton qui voilà donc est prêt à riposter. On peut imaginer, on voit aussi, on devine, hein, je crois, Khrouchtchev qui est aussi à deux doigts d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, on est vraiment dans une situation critique à ce moment-là. Pour autant, le seul élément qui permettrait peut-être de relativiser un petit peu cette logique, hein, c'est que c'est ben, c'est la première fois, et quasiment la seule d'ailleurs, à tout au moins à ce niveau-là, où les deux grands vont se retrouver vraiment face à face. On a vu tout à l'heure avec la Corée, avec le Vietnam, même si les Américains y allaient un peu plus franchement, l'URSS s'arrangeait toujours pour mettre un autre pays en couverture pour éviter le face-à-face direct, hein, soit la Chine, soit des mouvements communistes autres que soviétiques. L'URSS généralement se contentant de fournir des armes, voire ce qu'on appelait à l'époque des experts, hein, donc des militaires hein, qui venaient encadrer les autres militaires, mais il n'y avait pas d'engagement direct. Là, on est vraiment sur un face-à-face, et c'est une grande première, et c'est pour ça d'ailleurs que le monde a vraiment eu peur que cette fois-ci, ça aille véritablement au bout. Donc dans les années 60, on peut dire que enfin les années 60 marquent une fragilisation des blocs. L'échec militaire des États-Unis au Vietnam remet en cause son autorité dans le bloc américain et dans le monde. Le bloc soviétique, lui, est affaibli, à la fois par la rupture avec la Chine, mais aussi par, vous avez vu dans le reportage, ce qui a été considéré à tort, hein, d'ailleurs, comme une défaite de l'URSS, notamment à Berlin. Ce qui, vous voyez, c'est un peu étonnant, hein, c'est que le monde est soulagé quand Khrouchtchev annonce qu'il renonce à mettre en place des missiles à Cuba. Donc tout le monde soupire de soulagement, la guerre est évitée, mais en même temps, aussitôt, on s'empresse de dire que finalement c'est l'URSS qui a fait preuve de faiblesse et qui finalement perd le conflit. D'ailleurs, Khrouchtchev sera amené à démissionner hein, quelques mois plus tard parce qu'il ne se remettra pas de cette décision et ça lui sera très reproché dans son propre camp d'avoir, pour les plus durs, enfin, pour ceux qui sont dans la ligne dure du communisme, on considéra que Khrouchtchev a fait perdre un peu la face à l'URSS aux yeux du monde. Et puis, dernier exemple aussi qui montre un peu cette tension qui existe dans le monde, qui ne remet pas en cause la paix, mais qui montre bien qu'on est dans un monde de tension, c'est donc l'année 68. Avec ici, vous voyez, un document d'une manifestation étudiante. Alors, il faut bien regarder parce que quand on parle de manifestation étudiante en 68, on a tendance à se ruer sur les événements français. Bah, je vais vous montrer que ça se passe en France, oui, mais ça se passe un peu partout dans le monde aussi. Donc là, on est en Italie, à Rome, et ce qui se déroule en France se déroule un peu partout dans le monde. Et on voit bien un peu le climat hein, qui règne à ce moment-là. Un moment vraiment de contestation qui est souvent réprimé, même si cette contestation, on va dire, elle peut prendre plusieurs formes, hein. Donc aussi, on voit des jeunes gens manifester dans la rue, donc une photo qui est prise à Rome. Alors, parce qu'on reconnaît, pour ceux qui ont déjà été à Rome, on reconnaît la place d'Espagne ici, qui est un des points centraux de Rome. Ces étudiants donc utilisent un mégaphone. On voit cet étudiant qui est en train d'haranguer la foule, hein. Ils brandissent des pancartes sur lesquelles sont écrits des slogans contestataires. Ils se tiennent coude à coude
pour manifestement être prêts à résister à un assaut des forces de l'ordre qui ne devrait pas tarder. Donc ils veulent montrer un peu leur cohésion, leur unité. Et puis on trouve aussi beaucoup, quels que soient les pays, en France c'est pareil, hein, des références à l'idéologie d'extrême gauche, hein, une des idoles de l'époque, hein, c'est un révolutionnaire un peu communiste, il faut dire ce qui est, qui va de payer un peu un mercenaire dans les pays sud-américains ou d'Amérique centrale, qui prône la révolution populaire, hein. Donc Che Guevara, hein, qu'on appelle aussi le Che, vous avez aussi ce mélange un peu aussi des slogans aussi économiques, puisque ces manifestations étudiantes sont généralement derrière un peu, il y a des gens qui essayent de reprendre à leur compte, hein, parce qu'au départ c'est assez populaire, hein. C'est des jeunes qui se baladent, enfin qui gueulent dans la rue, donc bon, faut bien que jeunesse se passe, hein. Donc il y a un petit côté, il y a un capital sympathie au départ, avant que ça devienne vraiment violent. Mais les ouvriers ont bien compris que là, ils pouvaient surfer un petit peu sur ce capital sympathie des jeunes et ils vont essayer de récupérer ces manifestations en défilant avec les étudiants, mais en revendiquant des slogans plus sociaux, hein. Et notamment, donc, vous voyez, non à la violence des patrons. On a clairement ici un slogan un peu de lutte des classes aussi, du monde ouvrier qui voilà, conteste un petit peu le patronat. Ces manifestations, quels que soient les pays, sont généralement réprimées, hein, que ce soit en Italie, en France, même dans les pays de l'Est, hein, il y en aura. C'est un mouvement, un raz-de-marée, hein, qui se développe dans le monde. Et ce qu'il faut savoir vraiment en quelques lignes, hein, enfin en quelques mots, c'est on est ici dans un espèce de méli-mélo de plein de choses. Et on a aussi dans ces jeunes, on va dire, c'est assez étrange parce que c'est la génération un peu dorée, hein, c'est la génération baby-boom qui arrive à l'âge de 20 ans. Cette génération baby-boom, elle vit dans l'opulence par rapport à la génération d'avant qui n'a connu que les guerres et les privations. Donc on peut peut-être imaginer que la génération des parents a plutôt gâté cette génération d'enfants qui arrive là à l'âge de 18-20 ans et qui est confronté à un certain nombre de problèmes matériels, ça c'est incontestable, pas d'argent, mais c'est la génération baby-boom, hein, et qui arrive, je vous dis, il y a 18-20 ans, c'est le bac, c'est les études supérieures, et à cette époque-là encore, les études supérieures, c'était assez élitiste, et on accueillait vraiment très peu de gens, les gens, souvent après le bac, au maximum, partaient travailler. Là, ils rentrent dans les facs sont pas, ou dans les grandes écoles, qui ne sont pas en capacité, matériellement parlant, d'accueillir ces jeunes. Donc ils râlent parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre des études correctement. Donc c'est un des enjeux. Mais il y a un autre enjeu aussi, c'est que ces jeunes refusent un peu le modèle de société de leurs parents, un peu plan-plan, hein. Un des slogans, c'est voilà, on ne veut pas du mode de vie métro, boulot, dodo, hein. Ces gens-là, ils ont de l'argent, donc ils sont en quête d'aventure, en quête d'autre chose. Ils veulent parcourir le monde, ils veulent profiter de leur jeunesse avant ensuite de se mettre au travail. Donc il y a une volonté de faire éclater un petit peu les cadres de la société de leurs parents. Voilà, il y a un mélange de tout. Il y a des choses politiques, il y a des choses sociales, il y a des choses culturelles. Mais voilà, ça correspond à cette génération qui est née après la guerre, qui arrive à l'âge adulte et qui veut que les choses changent. Et donc vous avez ici quelqu'un avec la bouche ouverte, là, qui fait une petite séquence assez intéressante sur l'année 68, mais je vais pas vous la mettre parce que j'ai peur que ça saccade, donc je vous la mettrai en lien, et puis vous pourrez écouter ça en conclusion de cette première partie sur les relations internationales. Et puis on entamera ensuite, mais ça sera ma dernière séquence vraiment, le premier point du grand 2, que vous pourrez travailler tranquillement pendant les vacances, hein, il n'y a pas d'urgence, pour expliquer un petit peu les raisons, parce qu'il y a d'autres événements qui se produisent, pas uniquement entre les deux grands, mais il y a les colonies qui veulent se libérer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et je vais vous expliquer de manière assez structurelle les raisons pour lesquelles d'un seul coup le monde s'enflamme aussi du côté des colonies. Voilà, je vous souhaite une
un bon visionnage de tout ça, notamment de ce petit reportage qui est plutôt sympa. Et puis, on se retrouve très vite pour une petite séquence visio, bilan entre nous jeudi ou vendredi. Voilà, bonne journée et à très vite.